Prophétie, prophétie. Le dimanche 19 février 2016, le prophète Christian, la bouche de Dieu, prophétise concernant une attaque que Satan prépare mondialement qui pourrait causer une troisième guerre si Dieu n'intervient pas. Conflit dans lequel serait impliquée la Russie. Écoutons la prophétie. Si on ne prie pas et Dieu n'intervient pas, ça veut dire qu'il fait le monde du troisième guerre. Ça c'est la Russie. Un conflit oppose la Russie et l'Ukraine et divise le monde en deux camps, les pro-russes et les pro-ukrainiens. Les causes, les intérêts géopolitiques, oléoducs et économiques. Conflit qui engage l'humanité tout entière quand on sait que 45% du blé, du gaz et du pétrole mondial vient de ces États. L'Ukraine veut accéder à l'OTAN, la Russie réagit selon le traité de Varsovie, interdisant les interférences entre les deux blocs en plus des enjeux économiques énormes. Le sol ukrainien est riche et depuis l'ex-URSS représente un apport capital agricole, pétrolifère et gazéfique pour la Russie. Une contrée que cette dernière intimide et tente de rattacher depuis des années. L'OTAN émet le désir d'installer une base militaire en Ukraine. Moscou se sent menacé quand on sait que sa ligne gazéfique traverse l'Ukraine pour approvisionner l'Europe. Il voit ça d'un mauvais œil et attaque l'Ukraine. Conflit qui paralyse l'économie mondiale étant à créer une guerre économique car tout devient très cher. Le blé fourni majoritairement par l'Ukraine dans le monde est en rupture de stock. Le gaz russe aussi. Des sanctions mondiales sont données, la Russie est sous embargo depuis lors et continue de mener cette guerre néanmoins. Puissance militaire et économique reconnue mondialement, la Russie est crainte. Les avis sont partagés, le monde est bouleversé et comme l'avait prédit le prophète Christian en 2016, il voit une attaque mondiale qui deviendra une guerre mondiale si Dieu n'intervient pas. Le monde est dans l'expectative et les puissances militaires et économiques sont engagées, mais personne n'ose attaquer afin d'éviter la guerre. Écoutons les confirmations de prophétie. Bien sûr, nous reconnaissons la souveraineté de l'Ukraine. Et nous aurions au contraire aimé qu'elle se sente elle-même comme un État souverain. Parce que la participation à quelque bloc militaire que ce soit, ou à une structure rigide d'intégration, signifie la perte d'une certaine partie de sa souveraineté pour ce pays. Ensuite, si l'Ukraine accepte cela et accepte cette perte, c'est son choix. Et quand nous parlons de l'Ukraine et des blocs militaires, il est évident que cela nous inquiète. Parce que si par exemple l'Ukraine rejoint l'OTAN, les infrastructures militaires de cette organisation vont se retrouver à côté de nos frontières, et ça, nous ne pouvons y rester indifférents. Voici Kiev, la capitale ukrainienne, qui a été la cible de missiles russes dans la nuit du 24 au 25 février 2022. Comme l'avait prédit loin de l'Éternel il y a 6 ans, cette vidéo vérifiée par le New York Times a été filmée à la périphérie du sud de Kiev. Vous pouvez voir des éclats de feu dans le ciel. Au moins 2 missiles sol-air tirés juste par l'armée russe. Ce conflit paralyse presque toute l'humanité et engage les États à choisir soit la Russie, soit l'Ukraine. Bien-aimés, en très chers téléspectateurs, le Fils de l'homme avait prédit cette attaque d'une envergure mondiale occasionnée par Satan en vue de créer une troisième guerre mondiale. Ce que vous voyez, c'est l'Ukraine après l'attaque féroce de la Russie. La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre 1, verset 21, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ce que, loin de Dieu, le prophète Christian avait prédit est arrivé à se réaliser. Dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, la tension est montée d'un cran ces derniers mois. Depuis le début de l'année 2021, la Russie masse ses troupes à la frontière et plus de 50 soldats ukrainiens sont morts aux abords de la ligne de front. C'est la plus grande escalade de violence dans la région depuis 2018. Après plusieurs semaines d'intimidation qui ont alerté la communauté internationale, la tension semble retomber. Le 22 avril, la Russie a annoncé qu'elle allait retirer une partie de ses soldats placés le long de la frontière ukrainienne et dans le Donbass. Ils étaient plus de 100 000 selon les estimations de l'Union européenne. Mais les tirs continuent le long de la ligne de front, et beaucoup craignent que l'accalmie ne soit que de courte durée. Mais alors, d'où viennent les tensions entre la Russie et l'Ukraine ?
C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Cartes sur table. Au cours de l'histoire, les deux pays ont toujours été liés. La civilisation russe naît dans la Russie kievienne. Cette principauté, qui était aussi une grande puissance européenne, avait pour capitale Kiev, comme l'Ukraine actuellement. À partir du XVIIIe siècle, la quasi-totalité de l'Ukraine appartient à l'Empire russe. Après une brève période d'indépendance, elle est intégrée en 1922 à l'Union soviétique, qui s'étendra vers l'ouest jusqu'à englober l'entièreté de ses frontières actuelles. Sous l'URSS, l'emprise russe se renforce en Ukraine. En 1932 et 1933, la collectivisation forcée des terres voulue par Staline provoque une grande famine, l'Holodomor. Elle tue entre 3 et 5 millions d'Ukrainiens. Beaucoup de paysans sont forcés de fuir leur village pour aller travailler dans les régions industrielles du sud et de l'est du pays, comme le Donbass. Et dans ces régions, les usines sont gérées par des Russes. En 1991, l'URSS s'effondre et l'Ukraine accède à l'indépendance. Mais l'influence de la Russie reste forte, en particulier dans le sud et l'est du pays. Dans ces régions, le russe est parfois la langue maternelle de plus de 60% de la population. Bien sûr, la langue n'est pas le seul critère à prendre en compte pour saisir la complexité de l'identité ukrainienne, mais c'est une raison essentielle de la volonté séparatiste des russophones qui ne veulent pas voir leur langue marginalisée ou discriminée, ce qui explique leur envie de demeurer dans un espace où on parle russe. Demonstrators clash with police, with hundreds of thousands protesting the results of the election and calling for a new vote. L'élection présidentielle de novembre 2004 marque un tournant pour l'Ukraine. Elle oppose deux victors, le libéral Yushchenko, tourné vers l'Occident, et le pro-russe Yanukovych, soutenu par Vladimir Poutine. Yanukovych est donné gagnant du second tour, ce qui provoque le soulèvement des partisans de son rival. C'est la révolution orange. Le résultat de l'élection est finalement annulé par la Cour suprême sur fond de soupçons de fraude électorale et un nouveau scrutin est organisé. Il donne la victoire au libéral Viktor Yushchenko et les résultats montrent un pays scindé en deux. Sous l'impulsion du nouveau président, l'Ukraine entame un rapprochement avec son voisin occidental, l'Europe. Cette situation inquiète Moscou qui vient de vivre une année difficile. En 2004, 7 pays de l'ancien bloc de l'Est sont intégrés à l'OTAN. Et au même moment, l'Union européenne étend son influence en Europe de l'Est en incorporant 9 pays de l'ancien bloc soviétique entre 2004 et 2007. La Russie doit donc absolument maintenir son emprise sur l'Ukraine. Pour faire pression, Moscou augmente le prix du gaz qu'elle vend à son voisin, ce qui est un coup dur pour Kiev. L'Ukraine est donc affaiblie, mais reste courtisée à l'ouest comme à l'est et tente de maintenir de bons rapports avec ses deux voisins. En 2013, l'Ukraine est obligée de se positionner. À ce moment, Kiev s'apprête à signer un accord d'association pour favoriser ses échanges commerciaux avec l'Europe. Poutine, qui veut garder le pays dans sa sphère d'influence, lui propose un autre accord. Il met sur la table 15 milliards de dollars de prêts et une baisse d'un tiers des prix du gaz. Un argument important pour l'Ukraine qui achète plus de la moitié de son gaz à la Russie. Viktor Yanukovych, qui a finalement été élu 3 ans plus tôt, se retire brusquement des négociations avec l'Europe fin 2013 et accepte la proposition russe. Cette décision révolte les Ukrainiens europhiles. 10 ans après la révolution orange, ils occupent à nouveau la place de l'indépendance de Kiev. Très vite, la contestation s'étend à toute l'Ukraine et en particulier aux régions de l'Ouest. En février 2014, les affrontements entre policiers et manifestants redoublent de violence et font plus de 100 morts et des centaines de blessés. C'est la révolution de Maïdan qui force Yanukovych à fuir le pays. En réaction, des manifestants pro-russes protestent contre cette révolution qu'ils voient comme un coup d'État. C'est particulièrement le cas dans les régions du sud et de l'est, comme à Donetsk ou à Louhansk. En parallèle, à partir de février 2014, la situation bascule aussi en Crimée. Cette région est très importante pour les Russes. Jusque dans les années 50, la péninsule appartenait entièrement à la Russie. Puis elle est offerte à l'Ukraine en 1954, mais elle reste dans l'URSS, donc elle n'est pas tout à fait détachée de Moscou. Quand l'Union soviétique disparaît, c'est bien à l'Ukraine que la Crimée est rattachée avec le statut de république autonome. La Russie perd alors une zone hautement stratégique, puisque la Crimée a un accès direct à la mer Noire, qui communique avec la Méditerranée, qui se jette ensuite dans les océans. Revenons en 2014. Des soldats russes sans insigne se mêlent aux contre-manifestations qui se multiplient en Crimée. Au même moment, la Russie masse ses troupes à l'est du détroit de Kertch. En mars, Moscou organise un référendum illégal du point de vue du droit international pour demander aux Criméens s'ils sont favorables au rattachement de la péninsule à la Russie. Les résultats donnent une majorité de oui et Moscou annexe la Crimée. Dans le Donbass, qui regroupe les régions de Donetsk et Louhansk, les manifestants anti-Maïdan se transforment en milices séparatistes pro-russes. En avril 2014, la République populaire de Donetsk est autoproclamée, suivie par celle de Louhansk.
Après presque un an de combats particulièrement meurtriers, les deux parties signent les accords de Minsk II en 2015. Une tentative de cessez-le-feu qui n'arrête pas les combats, mais réduit leur intensité. Depuis 2014, les affrontements ont fait plus de 13 000 morts et près d'1,5 million de personnes déplacées. En avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre à Vladimir Poutine pour tenter d'apaiser la situation. Mais la fin du conflit semble encore loin. On va parler ce lundi matin de la situation en Ukraine, bien évidemment. Je suis avec Fabrice Naudet-Langlois, journaliste économie internationale au Figaro et ancien correspondant à Moscou pour le Figaro. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Avec vous, on va décrypter un peu la situation, ce qui se passe en ce moment, l'impact effectivement des sanctions économiques, puisque le monde de l'économie internationale est en train de bouillonner en ce début de semaine. On a l'air de s'acheminer vers un conflit qui pourrait durer. Évidemment, personne n'en sait rien, mais la plupart des spécialistes, qu'ils soient militaires ou économiques, ne voient pas du tout une crise qu'on oublierait au bout de 15 jours. Je viens de parler à un spécialiste du marché pétrolier qui pense qu'on va s'installer dans une crise dans la durée. Alors, s'agissant du pétrole, effectivement, de prix qui devraient rester durablement très élevé, donc avec des conséquences économiques pour tous les acheteurs de pétrole qui sont les entreprises, tout le secteur de la chimie basé sur le pétrole, hein, le plastique, et puis évidemment en bout de chaîne l'automobiliste. Hein, vous et moi, si vous avez une voiture, les prix à la pompe qui vont continuer d'augmenter. Parce que l'idée, c'est de voir s'effondrer l'économie russe grâce à ces sanctions. C'est d'arriver à retourner le peuple russe contre Vladimir Poutine grâce à ces sanctions. Alors Bruno Le Maire a été réprimandé, y compris par l'Élysée, quand la semaine dernière il a utilisé le terme de guerre économique. Mais ne soyons pas hypocrites, au fond, quand on prend des sanctions économiques aussi massives, on est bien dans une guerre économique. Et on procède, on mène une guerre économique parce que pour l'instant, on n'a pas envie de mener une guerre militaire, parce qu'on sait qu'elle serait absolument terrible. Hein. L'OTAN a encore dit ce week-end qu'il n'allait pas participer à une no-fly zone, à une interdiction, à un contrôle du ciel ukrainien, parce que ça veut dire un affrontement direct avec l'aviation russe, et donc une confrontation majeure, directe, entre l'OTAN et la Russie, potentiellement nucléaire. Donc si on mène pas de guerre militaire, eh ben on mène une guerre économique. C'est vrai que les États-Unis réclament un embargo sur le pétrole et le gaz. On pourrait l'élargir à d'autres matières premières, différents métaux. Là encore, c'est, comme certains responsables l'ont dit, si on mène ce genre de sanctions, il y a un prix à payer fort pour ceux qui sont à l'origine des sanctions, en l'occurrence les Européens qui seraient en première ligne. Si on n'a plus accès à des métaux stratégiques pour notre industrie électronique, pour l'automobile, plus accès évidemment au pétrole et au gaz, les pays à l'origine des sanctions souffriront aussi. De toute façon, ce sera désastreux pour l'économie mondiale. Et on a une... Un ouragan de famine va s'abattre sur certains pays du Sud. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Conséquence directe de l'offensive russe en Ukraine. De son côté, la FAO a prévenu qu'entre 8 et 13 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim dans le monde. L'Afrique pourrait être particulièrement touchée. Comment remplacer le blé ukrainien? Sur ce marché de Bukavu en République démocratique du Congo, les prix ne cessent de flamber depuis que la Russie a commencé à envahir la superpuissance agricole qu'est l'Ukraine. On est très préoccupé parce que l'Ukraine est le 4e exportateur de denrées alimentaires. 30% de l'importation du blé au Burkina, c'est la Russie. Et on note déjà des flambées des prix. Donc c'est par exemple 50% sur le mil, 37% sur le sorgho. Ça va avoir aussi un impact, cette guerre, sur le prix des hydrocarbures et donc l'échelle logistique. Le programme alimentaire mondial voit d'ores et déjà des délais dans ses approvisionnements. Et donc le coût pour les opérations humanitaires va augmenter.